Nous sommes ce matin avec Alizé Cornet, bonjour. Bonjour. 34e joueuse mondiale de tennis, numéro 1 française, 60 participations en Grand Chelem, en route pour un 18e Roland Garros, j'allais dire tout à l'heure, enfin presque. Vous êtes toujours à fond, Alizé Cornet, et quand vous n'avez pas une raquette dans la main, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais vous avez un stylo. Oui, vous avez déjà écrit votre autobiographie, c'était il y a 2 ans, et vous venez nous voir ce matin parce que vous publiez votre premier roman de fiction, ça s'appelle La Valse des jours, c'est aux éditions Flammarion, et vous écrivez sur Twitter que c'est votre plus beau trophée. Vraiment? Ça en fait partie en tout cas, mais vraiment c'est un rêve d'enfance qui se réalise là, moi mon premier rêve avant d'être joueuse de tennis, c'était d'être écrivain. Alors je suis partie sur le tennis parce que, bah, quand j'avais 12-13 ans, j'ai vu que j'avais une carte à jouer là-dedans et puis ça s'est fait tout seul. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête et bah, le fait de le réaliser et en plus dans une maison d'édition comme celle de Flammarion, c'est extraordinaire. Ben, c'est honorable, effectivement. Ce livre dont vous assurez la promotion en même temps que les tournois, j'imagine que c'est un trophée, oui, c'est un bébé, mais qu'il faut assumer, Alizé Ouais, Cornet. oui, il faut l'assumer. Le livre est sorti il y a 2 jours, le 4 mai et déjà, je me sens un petit peu dépassée par les événements parce que là, il y a quand même Roland Garros qui approche dans 3 semaines. Je suis en pleine tournée de terre battue avec Madrid, Rome et en même temps, il faut que j'assure la promotion. Il faut que j'arrive à porter, le livre, autant qu'il le mérite parce que je pense que ce livre, il mérite d'être lu et j'ai envie de me battre pour lui et comme, tout le monde sait que je suis une grande battante, que ce soit sur le court ou en dehors, je vais pas lâcher le morceau. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que je fasse attention de faire bien les choses. Et parfois, quand on veut faire trop de choses à la fois, on perd un petit peu en qualité. Donc, il va falloir bien que je me concentre un petit peu plus sur le tennis à l'approche de Roland-Garros. Mais pour l'instant, j'ai aussi envie de profiter de ce qui m'arrive parce que c'est quand même incroyable. Ce roman, justement, c'est l'histoire de battantes au pluriel et au Mmh. féminin, l'histoire d'Hélène, Mouna, Jeanne, ces trois femmes, inspirées, je crois, de votre grand-mère, votre tante, votre maman aussi. On est dans les années 60, à Nice, votre ville. Des femmes, oui, battantes parce qu'elles prennent des coups et sans cesse elles se relèvent. C'est ça, Alizé Cornet. C'est très bien résumé, c'est exactement ça, c'est comment avancer dans la vie, comment, courber les chines quand il le faut, mais toujours rester digne et droite finalement et avancer contre vents et marées et c'est effectivement inspiré de faits réels puisque c'est l'histoire, de ma mère, de ma grand-mère et de ma tante comme vous l'avez dit, qui a été largement romancée, qui a été brodée par mes soins, mais quand même je suis restée fidèle à la trame initiale est quand même basée sur un gros fond de réalité et c'est elles qui m'ont transmis leur résilience et leur courage, même si bon, j'ai une vie, qui n'a rien à voir, hein, qui est bien plus facile que la leur, mais c'était très inspirant d'écrire et de leur rendre hommage. On parcourt aussi cet univers des années 60-70. La figure masculine dans ce roman, j'allais dire presque caricaturale, mais en tout cas, on a une figure d'homme abîmé qui abîme aussi les femmes sur fond d'alcoolisme. J'imagine que là, c'est romancé, mais c'est aussi inspiré de faits réels, Alizé Cornet. Non, non, c'est pas romancé, c'est c'est la vérité. C'est aussi pour ça que j'ai voulu, écrire ce livre. C'était bah, pour rendre hommage à tous ces personnages qui ont constitué ma famille. Le personnage masculin en la personne de Albert, c'est mon grand-père. Il a été effectivement, abîmé par l'alcool et les violences domestiques qui s'en sont suivies ont été vraies. Et puis finalement, tout ce qui se passe, dans le livre, finalement, je me rends compte qu'il y a quand même une grande part de non-fiction. Mais c'est des choses qui sont toujours d'actualité. C'est des sujets qui n'ont pas tellement évolué finalement en 50, 60 ans. Et après, il y a d'autres personnages masculins. Il n'y a pas que celui d'Albert. Bien sûr. Il y a d'autres personnages super attachants. Mais vous nous dites que c'est aussi une histoire d'engagement finalement. Par ce livre, vous vous engagez, vous vous dénoncez aussi les violences qui perdurent encore aujourd'hui, Mmh. les violences conjugales, intrafamiliales. Bien sûr, bah, ça m'a touchée de près avec l'histoire de ma grand-mère et de mon grand-père et je sais que c'est encore, beaucoup d'actualité, trop d'actualité. Après, je parle aussi de la condition des femmes à l'époque et du coup, ça montre aussi à quel point cette condition a évolué entre-temps. À l'époque où le livre, se déroule, il y a pas le droit à l'avortement, l'émancipation est difficile, le divorce est quasiment impossible aussi et du coup, là, on voit qu'on a quand même fait beaucoup de chemin. Alors c'est toujours trop lent et on est impatiente, on a envie que ça change vite, mais c'était bien de me replonger dans ces années aussi pour voir finalement, la différence entre la vie qu'a eue ma grand-mère, ma mère et la mienne Et et les sur progrès ouais et qui sur ont 3 été accomplis. générations finalement,
c'est un monde complètement différent. Vous avez utilisé le mot résilience, Alizé Cornet, les chiens font pas des chats, parce que vous dites aussi, c'est un peu comme dans le tennis, ces femmes battantes. Vous avez 32 ans aujourd'hui, vous avez disputé en début d'année votre premier quart de finale en Grand Chelem, c'était à l'Open d'Australie, et vous dites, bah, ça m'a donné encore plus faim, encore plus envie de péter les records. C'est quoi les objectifs qui vont suivre là? Parce que on peut se dire que vous êtes quasiment dans les dernières saisons. Oui, oui, tout à fait, voire peut-être la dernière saison même. C'est Donc déjà acté dans votre tête ou pas? non, non, je laisse la porte ouverte pour potentiellement jouer encore un petit peu l'année prochaine. Mais c'est vrai là que je sens jusqu'au plus profond de moi que j'arrive au bout du chemin. J'ai beaucoup, beaucoup donné au tennis. Puis c'est vrai qu'avec cette transition de romancière, ça me donne aussi envie de commencer le prochain chapitre de ma vie. Vous préparez l'après-tennis. Voilà, en fait, je fais une transition un petit peu en même temps. C'est un peu bizarre, mais j'anticipe finalement la fin de carrière. Mais j'ai pas vraiment prémédité ce mouvement-là. J'ai commencé à écrire ce livre, ça m'a mené là où ça m'a mené aujourd'hui, mais il n'y avait pas vraiment d'anticipation dans ma tête. Mais en tout cas, oui, évidemment, j'ai toujours autant d'ambition dans le tennis. Ce serait quoi le meilleur cadeau pour finir en beauté, comme on dit? Vous dites par exemple tête de série à Roland-Garros? Bah là, le problème, c'est que ça va être un peu court parce qu'il me reste plus que Rome qui se déroule la semaine prochaine pour être tête de série à Roland. Donc oui, c'est un bel objectif, mais en fait maintenant, je me suis un peu détachée de ces objectifs de résultats parce que j'ai remarqué dans le passé et il y a encore pas si longtemps que ça me mettait beaucoup d'attentes, beaucoup de pression et que c'était pas du bon stress finalement qui accompagnait ces attentes de résultats. Pourquoi j'ai fait ce quart en Australie? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un lâcher prise. Un peu comme, bon allez, c'est bon, on joue et puis on voit bien ce qui arrive. Et c'est vrai qu'à Roland-Garros, il y a toujours une envie de trop bien faire qui est là. Donc j'ai envie cette année de me faire plaisir, de pas trop me focaliser sur les résultats et puis de voir où tout ça va me mener. C'est peut-être le meilleur moyen de Je gagner. pense. Je crois que vous avez un petit truc, un petit secret, et de plus en plus, d'ailleurs, de plus en plus d'athlètes l'utilisent aussi, c'est l'hypnose, Alizé Cornet, pour Mmh. gérer votre stress. En plus de la méditation, Mmh. de la lecture, de l'écriture aussi, il y a Ouais. l'hypnose. En quoi c'est utile pour vous, athlète, l'hypnose? Je me demande bien comment vous avez eu cette information Ah, parce mais que on est j'en très parle pas informés. beaucoup autour de moi de l'hypnose. Donc oui, la méditation, ça fait 3 ans que j'ai commencé. C'est vraiment ça a été le 1er pas vers un changement d'état d'esprit. Vraiment ça a changé ma vie, surtout sur le court. J'ai pu beaucoup mieux gérer mes émotions, la gestion de ma colère et tout ça. Et puis en complément, depuis 1 an, j'ai effectivement commencé l'hypnose parce qu'il y avait vraiment des barrières mentales que j'arrivais pas à détruire, j'arrivais pas à passer au-dessus de et toujours encore maintenant, hein, c'est un travail en cours, c'est un chantier qui est presque illimité, mais ça m'a fait énormément de bien, le fait de travailler sur son inconscient finalement, où il y a des blocages presque ancestraux qui demeurent et qu'on n'arrive pas vraiment à débloquer. Ça a été hyper enrichissant et je suis tombée sur un thérapeute, vraiment génial. À Donc recommander à tous, alors. ah oui, l'hypnose vraiment c'est à essayer. Alors je pense que ça peut peut-être parler à certaines personnes plus qu'à d'autres. Moi, j'ai été assez réceptive, mais en tout cas, c'est une expérience, très enrichissante, ouais. Et qui vous a permis aussi de gérer ce stress pour le premier quart de finale, notamment, en Australie. Je reviens à Roland-Garros. Vous savez qu'il y a cette actualité avec les joueurs russes, biélorusses. Ils ne seront pas admis à Wimbledon, mais à Roland-Garros, oui. Est-ce que c'est une décision, finalement logique pour Wimbledon de dire: «On ne peut pas accepter que, le succès de ces joueurs-là, russes, biélorusses, sur, le tournoi soit utilisé au profit de la propagande du régime russe», Alizé Cornet? C'est compliqué parce que c'est des athlètes que vous côtoyez Mmh. quasiment quotidiennement. Oui, puis c'est d'autant plus compliqué que le tennis est un sport individuel. Je veux dire, à l'heure actuelle, ils jouent même pas pour un drapeau, pour une nation, puisqu'on leur a enlevé même le drapeau à côté de Ils leur seront nom. sous bannière neutre, hein, à Voilà, ils Roland-Garros sont aussi, sous je bannière crois. neutre, c'est un sport individuel, ils jouent pas pour leur fédération, ils jouent pour eux, ils gagnent de l'argent pour eux. La plupart d'entre eux, je pense, n'habitent même plus ni en Russie ni en Biélorussie, ils sont tous délocalisés ailleurs. Du coup, j'ai du mal à supporter cette décision. J'avoue que ça me touche parce que je trouve que là, alors ça peut être un bon point de pression, effectivement, mais j'aime pas vraiment le fait d'utiliser ces joueurs comme point de pression en tant qu'individu. Lorsque la politique intervient dans le sport, ce n'est jamais bon, c'est ce que dit Djokovic.
Enfant de la guerre, hein. Oui, 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 je pense qu'il est bien mieux placé que moi pour parler. Je suis assez d'accord avec ça. Après, je trouve qu'il faut pas toujours séparer ces 2 mondes parce que, par exemple, souvent on enlève la parole aux sportifs de pouvoir donner leur avis sur des sujets politiques, alors qu'on est aussi des citoyens. Ça, on n'est pas là juste pour taper dans une balle, on a le droit d'avoir un avis. Mais c'est pour ça que vous êtes là aussi dans Tous engagés, hein, Ouais, et le public l'objectif, nous pas enlève cette parole et sont choqués quand on se décide à donner notre opinion. ou qu'il y a des tribunes, par exemple, dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Exactement, mais c'est vrai que là, utiliser les athlètes pour toucher, des hommes politiques, pour défendre une cause, et surtout les priver finalement de faire leur métier. Enfin, je veux dire, c'est une décision qui me choque un petit peu, et là, apparemment, il y a une rumeur comme quoi pour pallier à ça, en fait, Wimbledon enlèverait ses points ATP et WTA. C'est une rumeur qui est en Ah train de oui, circuler pour que ces joueurs russes et biélorusses ne soient pas trop pénalisés. Mais dans ce cas-là, en fait, on est en train de ça devient de la ah tambouille. oui, là, c'est vraiment en train de devenir compliqué, c'est un peu brouillon tout ça. J'ai juste une dernière question qui me vient là, avec ce que vous venez de dire sur la frontière entre la politique, le sport, mais aussi la citoyenneté. Emmanuel Macron cherche ses ministres, là, cherche son Premier Mmh. ministre. Il se murmure aussi sous forme de rumeur qu'il y aurait la création d'un ministère des Sports et des Jeux Olympiques. Vous Ah, préparez l'après-tennis, on a compris que ce sera l'écriture, mais la politique, Alizé Cornet, ça pourrait vous tenter un jour? je sais pas, je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager, mais je suis pas sûre de vouloir mettre les pieds dans ce panier de crabes. Je suis désolée de l'expression, mais je pense qu'en politique, il faut être très patient, il faut accepter que les choses ne changent pas, aussi rapidement qu'on le veut, que parfois il y a des décisions qu'on n'arrive pas à faire passer, qu'il y a toujours finalement des obstacles à beaucoup de choses, et je pense pas que ce soit très compatible avec ma personnalité. Moi, j'aime bien foncer dans les choses, j'aime bien que les choses bougent, j'aime bien dire mon avis, et je pense que je serais pas assez politiquement correcte finalement pour faire ce métier. Je serais peut-être un petit peu trop directe et franche, mais on sait jamais, j'ai que 32 ans, donc dur de savoir ce que la vie me réserve. Mais c'est vrai qu'en attendant, quand tu es ministre, tu fermes ta gueule ou tu démissionnes selon C'est un peu ça. Ça, l'expression ce serait consacrée. dur. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci De beaucoup, Alizé même, merci Cornet. à vous.